Salut, bienvenue sur Horror King. Abonne-toi à la chaîne, lâche un like et dis-moi en commentaire d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi. Merci du soutien, on y va. Histoire 1. Je venais tout juste de finir près de 24 heures de boulot sur un chantier près de Lévis, au moment où la direction n'hésitait pas à nous faire tirer des heures supplémentaires pour respecter une date de livraison pour l'expansion d'Hydro-Québec. On nous payait ces heures en dollars canadiens, alors beaucoup d'entre nous fermaient les yeux et acceptaient. J'étais en route vers la maison, sur l'autoroute 20, en direction de Québec. Et comme il était presque 3 heures du matin, il n'y avait presque personne sur la route, juste des camions de transport qui faisaient vibrer l'air de temps en temps. Je dois avouer que j'étais beaucoup trop fatigué pour conduire. J'avais été debout presque 40 heures d'affilée, avalant des cafés double crème chez Tim Hortons pour tenir le coup. Oui, j'avais fait preuve d'imprudence, mais j'avais tellement envie d'atteindre mon appartement dans l'arrondissement de Sainte-Foy et de m'effondrer dans mon lit. Je me suis assoupi par à-coups pendant le trajet, plusieurs fois. Puis quelque chose m'a réveillé net. Une fillette assise toute seule, au bord de la route, près de la sortie pour Saint-Romuald. Au début, je l'ai dépassée, mais mon instinct m'a forcé à faire demi-tour. J'ai ralenti, j'ai arrêté ma camionnette, et elle m'a levé les yeux. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ou 8 ans. Un petit manteau gonflé contre le froid humide du printemps québécois. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Si elle avait besoin d'aide, en parlant lentement. J'ai l'habitude d'utiliser l'anglais au boulot, alors mes mots sortaient un peu mécaniques, mais elle n'a rien dit. Rien. J'ai eu honte de la laisser là. Alors j'ai ouvert la portière, ma camionnette, pas un bolide, juste une camionnette, et je lui ai dit de monter, que je ne lui voulais pas de mal. Elle a hésité un instant, et puis elle s'est glissée à l'intérieur. J'avais l'intention de la conduire au poste de la Sûreté du Québec à Lévis pour qu'il retrouve sa famille. Je lui ai demandé son nom, où elle habitait, peut-être Beauport, Charlesbourg. Mais elle est restée muette. Elle me regardait. Ses yeux étaient fixés sur moi comme 2 petites lanternes. On a roulé en silence encore pendant 10 minutes quand j'ai aperçu un autre enfant au bord de la route, près du pont, sur la rivière Chaudière. J'ai cru devenir fou. C'était impossible. J'ai arrêté. Et là, c'était un petit garçon, peut-être 5 ou 6 ans, emmitouflé avec une tuque des Canadiens. Lui non plus n'a pas parlé. Il a grimpé dans la camionnette sans hésiter, comme si on attendait seulement qu'on vienne le chercher. Je lui ai posé les mêmes questions. Rien. Il m'a regardé, simplement. Le silence dans la cabine est devenu épais, lourd, comme si la nuit avalait le son du moteur et le ronron des phares. Mon cœur frappait fort, frénétique. Je l'ai senti jusque dans la gorge. J'ai commencé à flipper. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce qu'il y a un réseau quelque part ? Un truc sordide qui déborde de Montréal ? Est-ce qu'on a kidnappé ces enfants et les a tous simplement abandonnés sur le bord de la route ? Est-ce du trafic vers la frontière ? Ou est-ce qu'ils se sont perdus après une sortie en famille aux plaines d'Abraham ? Aucune idée. Mais je ne pouvais pas les laisser. Encore un quart d'heure à filer vers le centre-ville, et c'est revenu. Cette fois, il y avait un siège d'auto abandonné, juste après la sortie pour l'ancienne Lorette. J'ai arrêté. J'ai senti le goudron chrome sous mes pieds, l'odeur de diesel dans la gorge, le froid qui mordait mes mains. Là-dedans, il y avait un bébé. Un vrai petit bébé qui gazouillait, en bonne santé à vue d'œil, qui me regardait avec de grands yeux humides. J'ai ramassé le siège. Je l'ai installé dans le dos de la camionnette
et j'ai appelé la Sûreté du Québec, au premier endroit où j'ai eu du réseau. La couverture était capricieuse, l'appel a coupé et repris comme un cœur qui déraille. Ils m'ont dit d'aller au CHU de Québec, Université Laval, que des agents viendraient nous y rejoindre. On y est allé immédiatement. J'ai garé l'engin devant l'entrée des urgences, j'ai pris le siège, j'ai fait signe aux enfants de me suivre. Ils l'ont fait sans un mot, sans protester. La porte automatique s'est refermée sur nous avec un souffle de chaleur antiseptique. À l'accueil, il n'y avait que la réceptionniste, une femme d'âge moyen, Danielle, un badge vissé sur son manteau. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit qu'il y avait 3 enfants avec moi et un bébé, que je venais de les trouver sur l'autoroute, que la nuit était froide, que je voulais les mettre à l'abri. Et tout ce qu'elle m'a renvoyé, c'était un regard vide, incrédule. Je leur ai désigné les enfants. Ils se tenaient là, immobiles, à côté d'elle. J'ai insisté. Je lui ai demandé de les appeler, d'alerter les services sociaux, n'importe quoi. Elle a continué à me demander si j'allais bien. Moi qui sentais leur petit cœur tout près, moi qui sentais la respiration chaude du bébé contre ma paume, elle répétait « De quels enfants vous parlez ?» Et chaque fois que je pointais, elle regardait ailleurs, comme si ma main traversait l'air sans rien toucher. Je les sentis regarder à travers eux, pas vers eux. Il y a eu un frisson, un clignement d'ampoule dans mon crâne. Puis 2 policiers de la Sûreté du Québec sont entrés. Le sergent Tremblay et l'agent Lavoie. Ils m'ont fait raconter l'histoire encore une fois. Ils avaient la même expression que Daniel. Ils ont scruté la salle, ils ont cherché, et puis tout s'est effondré autour de moi. Ils m'ont fait asseoir. D'un ton calme, trop calme. Ils m'ont dit qu'il n'y avait personne avec moi, que je n'avais qu'une boîte à outils, pas un siège d'auto. J'ai baissé les yeux et j'ai vu le siège dans mes mains et les enfants à côté de moi. Et j'ai supplié qu'on les aide, qu'on les rende à leur famille. Ils ont été inflexibles. Ils ont répété que je faisais une crise, que j'hallucinais. Je ne suis jamais tombé dans l'irrationnel avant. Jamais eu d'historique psychiatrique. Mais rien n'a changé leur regard. Ils m'ont placé en retenue, on a dit 72 heures, parce qu'ils ont pensé que je pouvais me faire du mal ou en faire aux autres. Vu l'intensité de mes visions, j'étais persuadé qu'ils se trompaient, que j'étais le seul à voir la vérité. Pour les jours qui ont suivi, ils m'ont passé des tests, des examens, des experts qui parlaient dans des lettres serrées au bas des formulaires. On a d'abord pensé que c'était la privation de sommeil. C'est fréquent, ont-ils expliqué. Les gens qui manquent de sommeil hallucinent, surtout après des quarts longs sur les chantiers. Mais même après des heures de repos, les apparitions continuaient. Ils ont admis qu'il y avait autre chose. J'ai appelé ma mère, Marie-Claude. Elle est descendue de Trois-Rivières. On a épluché notre histoire médicale devant les médecins. À la fin des 72 heures, je suis resté volontairement à l'hôpital. J'avais peur, mais je voulais qu'on comprenne. Pendant les 2 semaines qui ont précédé mon diagnostic, les enfants m'ont suivi partout. Ils m'ont regardé dormir comme des ombres attentives. Ils tenaient compagnie, silencieux. Mais au fil du temps, ils sont devenus un miroir brisé de ma santé. Ce qui m'entourait me disait que quelque chose devait être cassé à l'intérieur de moi. Les hallucinations n'étaient plus seules. Ma parole a commencé à se nouer. Des mots qui se mélangeaient entre le français et l'anglais, comme 2 rivières qui se croisent. Les médecins s'en sont inquiétés. Ils ont multiplié les scanners. Les premiers n'ont rien montré. Ils m'ont annoncé « Si la dernière résonance magnétique ne révèle rien, vous devrez repartir et revenir plus tard,
attendre que quelque chose évolue pour qu'on le voie. L'idée qu'on me dise « revenez quand la tumeur aura grossi » m'a glacé plus que le vent sur l'autoroute. Je ne voulais pas jouer à ce jeu. On a donc fait l'IRM. L'appareil bruyait comme un animal mécanique qui ronronne dans une caverne. Le métal vibrait, les percussions sourdes me faisaient vibrer les dents. L'odeur de plastique, l'air recyclé, le claquement des verrous. Je suis resté immobile, le cœur martelant. Un médecin, le docteur Jean-François Gagnon, trop de médecins, trop de visages, a regardé les images et a pointé une ombre. Là, petite, discrète, mais là. Une tumeur au lobe frontal qui comprimait le nerf optique. Maligne. Ils ont dit ça d'une voix mesurée, pendant que mon monde se dérobait sous mes pieds. Ils ont expliqué que la chirurgie était trop risquée à cause de la proximité du nerf optique, mais qu'ils étaient optimistes pour la chimio et la radiothérapie, puisque le cancer avait été attrapé tôt. J'ai commencé les traitements au CHU. Les premières séances ont été une lente usure, nausées, fatigue, l'odeur âcre des produits, la peau qui tirait. Et pourtant, les hallucinations ont peu à peu diminué. Elles se sont espacées, puis elles sont devenues rares. Une part de moi a ressenti un manque. Ces enfants m'avaient apporté une étrange compagnie, me protégeant dans la nuit. Mais l'essentiel de moi se réjouissait de la disparition de ces visions. C'était un signe. J'allais mieux. La vérité me suit toujours comme une ombre familière. Je suis encore en traitement. Les médecins sont prudents, mais optimistes quant à la rémission prochaine. Je suis reconnaissant, d'une façon tordue, pour cette nuit sur la route. Si je n'avais pas vu ces enfants, hallucination ou non, je n'aurais jamais poussé la porte de l'hôpital, et la tumeur ne se serait peut-être jamais révélée si tôt. Mon pronostic officiel n'est pas encore bouclé, mais j'aime croire que c'est bon. Il faut que j'aie de l'espoir, sinon je n'ai... Je me suis vite rendu compte que sortir avec des gens sur une appli, c'est de la pure folie. On regarde des photos, on parle derrière un écran, puis on se retrouve face à quelqu'un dont on n'est même pas sûr que ce soit la même personne. J'aurais tellement aimé savoir ça avant de télécharger l'appli. J'étais déjà sorti avec quelques gars rencontrés en ligne. Ça n'avait jamais vraiment marché. La plupart cherchaient juste des plans d'un soir, ou n'étaient pas prêts pour quelque chose de sérieux. Bien sûr, il y avait aussi des relous, mais je n'étais pas tombé sur ces types tout le temps. Après quelques mois sur l'appli, j'ai matché avec un gars qui semblait trop beau pour être vrai. Il était canon. Quand il m'a envoyé un message, j'ai senti mon cœur se serrer, d'une façon qui faisait un peu peur, mais pas mal. On a parlé pendant 1 semaine environ. À chaque message, j'étais plus excité. On avait tellement de points en commun. Il était drôle, gentil, et tout ce qu'il racontait de sa vie sonnait comme le mec idéal. Après quelques jours, il m'a proposé de se voir. J'ai suggéré un bar sur le boulevard Saint-Laurent, tout près de chez moi, dans le plateau. Lui, il a voulu un dîner. Moi, d'habitude, je préfère un verre la première fois, pour pouvoir partir vite si ça tourne mal. Mais j'aimais ce gars. Enfin, ce qu'il dégageait par texto. J'ai accepté. On a fixé un resto chic dans le Vieux-Montréal. Pour rester anonyme, on l'appellera Olivier. Je comptais prendre le métro ou y aller en char. Mais il a insisté pour venir me chercher. C'est la moindre des choses pour un gentleman, il disait. Mauvaise idée. J'ai donné mon adresse sur la rue Rachel. Il m'a dit qu'il passerait vers 7h du soir le lendemain. J'étais contente. J'ai dit à mes amis Marie-Claude et Jean-François où j'allais. Ils m'ont traité d'idiote pour avoir filé mon adresse à un mec que je n'avais jamais vu. J'ai pensé qu'ils étaient jaloux,
et je ne les ai pas écoutés. Je me suis préparé vers 6 heures. Exactement à 7 heures, l'interphone a sonné. J'ai ouvert, et sur le seuil, j'ai eu ce pincement dans l'estomac. Il ne ressemblait pas aux photos, pas totalement différent. On reconnaissait la personne, mais il avait au moins 10 ou 15 ans de plus. Pas la même jeunesse. J'ai gardé le silence. J'ai décidé d'y aller quand même. Peut-être que sa personnalité en valait la peine, du moins celle que j'aimais par message. Il m'a ouvert la porte passager avec un sourire chaloupé, est allé côté conducteur, est monté. On a pris la route vers le Vieux-Montréal. Le trajet a duré environ 30 minutes. On est passé par le tunnel Ville-Marie. L'autoradio faisait un bruit sourd. L'air dans la voiture sentait la cigarette froide et un peu de vieux cuir. Il m'a dit que j'étais encore plus jolie que sur mes photos. Puis, d'un ton tout tremblant, il a demandé « Et moi, est-ce que je suis encore plus beau que sur mes photos ?» J'ai cru qu'il plaisantait. Il ne pouvait pas ne pas savoir. Qui garde des photos flatteuses 10 ans plus tard sans s'en rendre compte? Je ne savais pas quoi répondre. Ma mère m'a toujours dit de dire la vérité, mais j'ai opté pour une demi-vérité. « Tu as l'air bien », j'ai dit. Puis, curieuse, je lui ai demandé depuis combien de temps il avait pris ses photos. Là, ça a tout basculé. Il a pris ça comme une attaque. Il s'est renfermé. Silence. Un silence lourd, comme une porte qui claque. Un silence de bébé grognon. Pendant 5 minutes, il ne m'a pas adressé un mot. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai regretté de lui avoir donné mon adresse. J'ai commencé à suivre mentalement l'itinéraire. Je connaissais le chemin. Puis il a raté la sortie pour le Vieux-Montréal sur l'autoroute. Je lui ai dit de faire demi-tour à la prochaine intersection. Rien. Il a passé l'intersection suivante. Mon rythme cardiaque s'est emballé. J'ai dit encore qu'il fallait qu'il fasse demi-tour. Toujours rien. Il a continué. On est monté sur l'autoroute d'Écarie. J'ai demandé 1 fois, 2 fois, ce qu'il foutait, où il allait. Il a refusé de me regarder. Sa mâchoire s'est serrée. Son silence avait des ongles. On s'est arrêté à un feu rouge près de Côte-des-Neiges. Là, j'ai su que je devais sortir. J'ai voulu ouvrir la porte. C'était verrouillé. Pas un simple bouton. Ce verrou-là rentrait dans la tôle. Impossible à déverrouiller à la main. J'étais coincé. J'ai sorti mon téléphone, discrètement. J'ai envoyé ma localisation à Marie-Claude avec un texto rapide. J'ai peur, près de NDG. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû réécrire le message 2 fois. L'air avait un goût métallique. Mon cœur martelait. Mes oreilles bourdonnaient. Au bout d'un moment, il a tourné dans une grande surface Provigo, dans Notre-Dame-de-Grâce. Il a garé au fond du stationnement, tout au bout. C'était désert. Les néons du supermarché jetaient une lumière crue. J'ai senti l'odeur du carburant, la poussière, la sueur. Il a enlevé sa ceinture. J'ai fouillé mon sac. Il m'a attrapé par les bras, a voulu m'immobiliser. J'ai lutté comme une folle pour le repousser. Dans ma poche, j'avais du poivre de défense. Quand il a lâché, j'ai visé son visage et j'ai pulvérisé. Erreur. On est dans un espace confiné. Le poivre a rebondi. Mes yeux ont pris feu. Je me suis mis à hurler sans le vouloir, des larmes brûlées roulant sur mes joues. Lui, il a hurlé aussi, en se frottant le visage avec sa chemise. Sa voix était rauque, pleine de douleur et de jurons. J'ai réussi, entre 2 sanglots, à atteindre sa portière et à appuyer sur le bouton. Les serrures se sont déverrouillées. J'ai poussé la porte. Je suis tombé dehors. J'ai râpé mes genoux sur le bitume. La douleur physique est devenue un repère dans la brume du poivre.
Ma poitrine brûlait. Chaque inspiration me donnait l'impression d'avaler des braises. J'ai essayé de me relever. J'étais tellement étourdi que je retombais. Mes jambes étaient du coton. J'ai titubé à travers le stationnement. À un moment, j'ai entendu la portière du conducteur claquer. Il me criait de revenir. Sa voix était proche, haletante, pleine d'une espèce d'agonie. J'ai regardé par-dessus mon épaule. À travers la brûlure et les larmes, je l'ai vu traîner les pieds, désorienté, en essayant de suivre. J'ai hurlé « Au secours !» Mais il n'y avait personne. Le parking était vide, une mer de béton et de néon. Il a continué à me supplier entre deux sanglots, à dire que c'était une blague, que j'avais mal compris, qu'il n'avait pas voulu m'effrayer. Sa voix se brisait à chaque mot. Il me promettait qu'on irait au resto comme prévu si je revenais. J'ai cru que j'allais rendre mon dernier souffle. Est-ce qu'il croyait vraiment que j'allais le croire? Est-ce qu'il croyait que sa douleur aux yeux suffisait pour effacer le reste? Il s'est rapproché d'un pas, puis deux. Je suis arrivé devant les portes automatiques du Provigo. Elles se sont ouvertes d'elles-mêmes. J'ai poussé la porte et j'ai crié encore plus fort. Un homme est sorti en courant. « Lâche-la » a-t-il ordonné. Olivier a lâché prise, tout de suite. Le gars m'a aidé à me relever, m'a soutenu contre sa veste. J'ai senti la sueur froide couler le long de ma colonne vertébrale. Olivier s'est enfui. Il est remonté dans sa voiture et il a filé vers l'autoroute comme s'il n'avait jamais existé. On a appelé la police sur le pas de la porte. Les agents du service de police de la ville de Montréal sont arrivés vite. Ils ont pris ma déposition, m'ont posé des questions froides et propres. Ils m'ont dit qu'ils allaient ouvrir une enquête. J'ai cru qu'au moins ça. J'ai cru. Mais rien n'est jamais sorti de cette histoire. Tu me croiras ou pas, cet homme n'a jamais été retrouvé, jamais identifié. Pourtant, la caméra de surveillance du stationnement avait tout filmé. Les images étaient nettes. On aurait pu le reconnaître. Après ça, j'ai quitté cet appartement sur la rue Rachel. Je suis allé vivre chez mes parents, à Laval. Pour un moment, je suis devenue hyper vigilante. Chaque bruit dans la nuit me faisait me lever. Chaque son de moteur me fichait la trouille. J'ai eu peur qu'il me retrouve. Plusieurs années ont passé. Rien. Silence. Mais la peur, elle, est restée. Aujourd'hui, j'utilise cette histoire comme une mise en garde. À toutes les filles qui se disent « ça n'arrive qu'aux autres, ça arrive », et aux gars aussi, on ne sait jamais qui voudra vous faire du mal. Soyez prudents, surtout ici, au Québec, où on pense que tout le monde est poli, gentil dès le premier contact. Sauf que les rendez-vous peuvent basculer en cauchemar plus vite qu'un match du Canadien qui tourne mal. Rencontrez-vous toujours dans un lieu public d'abord. Un dépanneur, la rue pleine, un café bondé. Ne donnez pas votre adresse tout de suite. Et si votre instinct vous hurle « fuis », écoutez-le. Mieux vaut paraître parano que de finir par avoir quelque chose à raconter comme la mienne. Restez prudent, restez en vie. Ma copine et moi, on était du genre aventurier. On sortait le plus possible. On faisait n'importe quelle activité dehors qui nous passait par la tête. Cette fois-là, en fin de journée, on a décidé qu'on irait camper pour environ une semaine. Aucun de nous n'avait un boulot aux horaires fixes. On gérait nos journées comme on voulait. Mais, en vérité, on travaillait pour une grosse boîte. On a bourré nos sacs et on s'est dirigé vers le camping. C'était un secteur de terre de la Couronne, dans les Laurentides, près de Québec, où on peut camper gratuitement jusqu'à 14 jours sans permis.
On roulait sur un chemin de terre depuis un moment. Et j'ai commis la pire erreur de ma vie. Je n'ai pas mis les pleins phares. Je ne sais pas pourquoi, c'était juste quelque chose qui ne m'est pas venu à l'esprit. Et ça m'a poursuivi depuis. En plus, j'allais beaucoup trop vite pour le terrain, pour l'heure de la nuit. En une fraction de seconde, ma copine a hurlé. À quelques pieds de Ventran, devant le camion, on a vu un gros arbre tomber en travers de la route. Il n'y avait rien à faire, sauf écraser les freins et espérer qu'on s'arrête avant. On n'a pas eu cette chance. On a percuté l'arbre. Je suis resté sonné pendant quelques secondes. Je me suis réveillé tout vaseux, avec un bourdonnement dans les oreilles qui me martelait le crâne. Ma première obsession a été de vérifier qu'elle allait bien. Pour simplifier, je l'appellerai Marie. Je l'ai regardée. Elle était complètement inconsciente. Il faisait sombre, mais la lune dessinait son visage d'une pâleur inquiétante. Je lui ai crié son nom pour la réveiller. Rien. Pas de réaction. J'ai sorti mon téléphone. J'ai allumé la lampe de poche et j'ai braqué la lumière sur elle. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. D'abord le sang, sa chemise blanche était maculée, un rouge liquide qui sentait le fer et l'éther, chaud et poisseux. Puis la branche. Une branche avait traversé son thorax. Ce n'était pas un tronc, pas quelque chose d'énorme, à peu près de la circonférence d'un doigt. Je sais, la comparaison est étrange, mais c'est la seule image qui m'est restée. Elle avait traversé le pare-brise et était restée accrochée à l'arbre, comme une lame plantée dans la nuit. Je ne l'ai pas secouée. Je n'ai pas voulu lui infliger d'autres blessures en essayant de la réveiller. J'ai essayé d'appeler les services d'urgence, mais il n'y avait aucun réseau. Le silence radio. Le camion ne voulait même pas redémarrer. Même partir n'était pas envisageable. J'avais un couteau dans la poche, alors j'ai pensé qu'il faudrait couper la branche et l'extraire. Monter le fer à l'extérieur, la poser sur le bord du chemin, la protéger du froid, empêcher quelqu'un d'autre de nous percuter. Mais le couteau était minuscule. Je suis monté sur le capot et j'ai essayé d'entailler le bois, encore et encore, jusqu'à muser les bras. Le métal de la lame grinçait, la sueur me coulait dans les yeux, et la lune m'a semblé tourner au-dessus comme un œil distant. Le temps s'est étiré en longues minutes, qui ont dû sembler des heures. Ça faisait déjà plus de 30 minutes qu'elle était inconsciente, et elle ne montrait aucun signe d'éveil. J'ai regagné la cabine, et je me suis mis à prier, chose que je n'avais pas faite depuis l'enfance, parce que je ne savais plus quoi faire d'autre. J'ai vécu cet instant comme une éternité. J'ai pensé que j'avais supplié pendant des heures, alors que c'était à peine une demi-heure qui s'était écoulée. Je me raccrochais au seul espoir. Elle ne saignait pas de façon incontrôlable. La branche n'était pas au centre exact du sternum. Peut-être qu'elle avait raté le cœur. J'ai cherché son pouls. Il était faible, mais il battait. Et je n'ai eu d'autre choix que d'attendre qu'une voiture passe. C'est comme si le ciel avait décidé de répondre. Une lumière est apparue derrière nous, très loin d'abord, puis elle a grandi et a envahi l'habitacle en un éclair. J'ai bondi hors du camion, en hurlant et en agitant les bras. Le conducteur s'est arrêté juste derrière nous, a baissé sa vitre et m'a demandé ce qui se passait. J'ai parlé vite, presque sans souffle, et il m'a dit de ralentir. Il n'arrivait pas à suivre. J'ai répété plus calmement, et immédiatement son visage s'est figé. Il est sorti de sa camionnette et a braqué sa lampe de poche sur Marie. Il a juré entre ses dents. Il m'a dit que la seule chance qu'on avait, c'était de scier la branche et de l'emmener, vite, vers la station des premiers répondants la plus proche.
Il n'avait pas non plus de réseau. Il avait une tronçonneuse dans la benne de sa camionnette. J'ai eu une bouffée de panique. L'idée que la vibration de l'outil puisse la blesser encore plus me rendait malade. Mais on n'avait pas d'autre option. Il a posé la lame à environ 1 pied devant sa poitrine. Je l'ai couverte d'une couverture pour essayer d'empêcher les morceaux de bois et la sciure d'entrer dans la blessure. La tronçonneuse a vrombi, un son métallique qui m'a martelé le ventre. Ça l'a fait trembler, un petit mouvement sec qui m'a fait lâcher un cri, mais elle était toujours inconsciente. Alors je me suis retenu de penser qu'elle souffrait. Enfin, la branche s'est détachée. On l'a soulevée avec précaution, lui parlant sans réellement attendre une réponse. On l'a couchée dans la benne, à plat, et je me suis installé à côté d'elle. L'homme est remonté au volant et a foncé sur les routes sinueuses en direction du village le plus proche. Marie est restée inconsciente tout le trajet. Le cœur qui battait sous ma main ressemblait à un tambour lointain, irrégulier. Le paysage défilait, noir, coupé seulement par nos phares et par des arcs de lumière de la lune. L'odeur de la sciure s'était mêlée à celle du sang, et tout me donnait la nausée. Il nous a emmenés à la station des premiers répondants de Saint-Raymond. Je n'avais même pas su qu'il y avait un poste là-bas. Ils ont été surpris en nous voyant arriver sans appel préalable. Ils ont chargé Marie dans une ambulance et je suis monté avec elle. L'hôpital le plus proche à Québec n'était pas un centre de traumatologie. Alors, après quelques examens d'urgence, elle a dû être héliportée vers le grand centre hospitalier de Montréal. Ils ont dit que sa blessure avait perforé un poumon, mais qu'elle n'avait pas perdu une quantité excessive de sang et que le cœur n'avait pas été atteint. Le médecin m'a regardé et m'a dit que si la branche avait été seulement 1 pouce plus à gauche, elle aurait transpercé le cœur et serait morte en quelques minutes. Elle est restée dans le coma presque 2 semaines. Quand elle s'est finalement réveillée, elle a eu du mal à parler. La douleur dans sa poitrine était vive, comme si quelque chose continuait de tirer sur ses côtes à chaque respiration. Elle est restée hospitalisée plus de 2 mois. Ils lui ont fait une chirurgie intensive pour réparer les dégâts, et on m'a dit qu'elle pourrait, à terme, avoir besoin d'une transplantation pulmonaire si son poumon ne se régénérait pas assez. Je suis infiniment reconnaissant qu'elle ait survécu. Je suis resté en contact avec Jean-François, l'homme qui lui a sauvé la vie. Aujourd'hui, Marie est toujours sous oxygène et elle manque parfois d'air. Je l'emmène à des rendez-vous mensuels au centre hospitalier de l'Université de Montréal et on fait tout ce qu'on peut pour espérer un rétablissement complet, même si on a commencé à accepter que ce ne soit peut-être jamais totalement le cas. Pendant qu'elle était encore à l'hôpital, je lui ai demandé sa main. Elle a dit oui. Quoi qu'il arrive, je veux passer le reste de ma vie avec elle. Je n'oublierai jamais cette nuit. Parfois, je me surprends à revivre chaque instant. La peur, l'odeur du sang, le crissement du bois, le silence avant qu'une lumière n'apparaisse. Je me bats souvent pour me pardonner ce que j'aurais pu faire différemment. Mais je suis aussi soulagé que ce soit elle qui ait survécu, et pas quelqu'un d'autre. Chaque fois que la nuit se referme et que je ferme les yeux, j'entends encore le bourdonnement lointain de la tronçonneuse et le faible battement de son pouls, et je me rappelle que, malgré tout, on est encore là. J'avais 29 ans quand ça s'est passé. J'étais au volant, petite distance, avec ma fille Chloé, qui avait 5 ans. Mon mari, Jean-François et moi avions prévu d'aller chez ses parents, à la campagne, près de Québec, pour rester quelques semaines. Comme il travaille tard,
On avait convenu que Chloé et moi partirions avant et que Jean-François nous rejoindrait 2 heures plus tard. L'hiver québécois était virulent. La nuit tombait vite. On est parti vers 3 heures de l'après-midi. Et vers 4h30, il faisait déjà nuit noire. On était encore à 1h30 de chez mes beaux-parents, près de Saint-Gabriel de Valcartier. Je me suis dit qu'on arriverait sans histoire. Pas de pressentiment précis, juste ce truc de mer qui traînait dans un coin de ma tête. On roulait sur un rang désert, sans réverbère, qui serpentait dans les contreforts enneigés des Laurentides. L'air était sec, le froid mordait, la buée de ma respiration collait aux vitres. J'aimais pas être toute seule là-dedans, mais je me suis forcé à balayer ça du revers de la main. On avait déjà fait ce rang 1000 fois. Rien ne nous était jamais arrivé. On était à 30 minutes de la maison quand j'ai vu des lumières clignoter au loin. 2 feux jaunes de détresse, plantés au milieu du rang. Une sensation écœurante m'a noué l'estomac. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils n'étaient pas garés sur le côté. Ils barraient la route, immobiles. J'ai freiné et je me suis arrêté à une vingtaine, une trentaine de mètres. J'ai essayé de réfléchir, mais quelque chose m'a dit que je ne devais pas m'arrêter pour aider. Je venais d'une femme de la fin de la vingtaine, seule avec sa fillette. Il faudrait être folle pour s'arrêter la nuit sur un rang perdu du Québec. J'ai pensé appeler pour obtenir de l'aide plus tard. Voilà tout. La sécurité de mon enfant d'abord. Je suis sûr que n'importe quelle mère aurait agi pareil. Je suis resté planté là, pendant ce qui m'a paru durer 30 minutes, sans savoir quoi faire. Mon téléphone n'avait pas de réseau. Appeler Jean-François ou mon beau-père Lucien? Impossible. Au nord de Québec, au bout du monde, le réseau n'existe pas. Finalement, j'ai décidé de faire demi-tour et de retourner à Montréal pour attendre mon mari. Mais ce rang est à 2 voies. Pour faire demi-tour, il me faudrait un tour en 3 temps. J'ai hésité. Dans le rétroviseur, j'ai aperçu des ombres qui fonçaient vers nous. Elles couraient dans la neige, avec le clair de lune qui renvoyait des reflets. Au début, je n'ai pas su ce que c'était. Elles ont gagné du terrain, jusqu'à une dizaine de mètres derrière la voiture. Alors j'ai compris. C'étaient des gens, et ils semblaient porter quelque chose. Je n'ai pas pu rester. Mon corps a réagi avant que ma tête ait décidé. J'ai engagé la marche et j'ai enfoncé l'accélérateur. Ma voiture n'était pas une bombe, mais elle a obéi. J'ai foncé droit sur la voiture arrêtée et j'ai dû rouler sur l'accotement enneigé pour passer, autant que possible. En les frôlant, j'ai vu d'autres silhouettes jaillir des fourrés. Ils ont commencé à lancer tout ce qu'ils trouvaient pour me forcer à m'arrêter. J'en ai heurté un de côté. Il a été projeté sur la chaussée. Quelque chose a frappé mon pare-brise. Une fissure s'est dessinée, puis un éclat est venu se ficher sur le siège passager. L'impact m'a fait hurler. Mon cri a réveillé la petite à l'arrière. Chloé a hurlé aussi, a commencé à sangloter. Je lui ai dit que tout irait bien, que c'était fini, que j'avais vu pire. Mais à 5 ans, mes paroles ne lui ont rien ôté. Ses petites mains ont serré ma veste. Sa peur m'a crevé le cœur. Je n'ai pas lâché la pédale. J'ai appuyé, encore, pour prendre de la distance. Chaque respiration me semblait trop bruyante. Le frottement des pneus sur la neige, le tac-tac des essuie-glaces quand le sang giclait un peu sur le pare-brise, le vent qui sifflait entre les portières. J'avais l'impression que mon cœur allait se fendre en deux, battre si fort qu'il allait exploser ma poitrine. On est arrivé finalement dans l'entrée de chez mes beaux-parents. Leur propriété était entourée d'un grand portail en fer forgé. J'ai appuyé sur l'interphone en tremblant. Ils ont tout de suite senti que quelque chose n'allait pas.
Ils nous ont ouverte la grille et mon beau-père Lucien est venu à notre rencontre, fusil de chasse à la main. J'avais perdu contenance, je pleurais, et Chloé sanglotait contre l'épaule de sa grand-mère, Marie-Claude. Ils nous ont enfoncés dans la maison en cèdre. La chaleur nous a frappés, comme un mur, après le blanc glacial dehors. J'ai raconté tout, du début à la fin. Lucien a été furieux. Il a toujours été protecteur envers nous. Il a répété 100 fois « Est-ce qu'ils nous ont suivis ?» Et moi, je ne savais pas. Je ne regardais pas les voitures. J'étais obnubilé par la route, par les silhouettes qui nous entouraient. J'avais juste voulu arriver. Mes beaux-parents prennent la sécurité très au sérieux. Ils possédaient une armada de fusils et de carabines, des caméras de surveillance partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, sur leurs 50 acres. Ils ont regardé les images. Sur l'écran, la même voiture passait et repassait devant le portail, comme si quelqu'un faisait des rondes sur le chemin, freinait, reculait, revenait. C'était froid, méthodique. On a appelé la Sûreté du Québec. Le dispatch a écouté et nous a répondu que, techniquement, ce n'était pas une urgence. On était hors des limites municipales, hors de la zone où les patrouilles interviennent promptement. Ici, on ne bougeait que pour la vie ou la mort, disait la voix au bout du fil. Lucien a dit sans embâge que si quelqu'un entrait sur leur terrain, on tirerait pour défendre la maison. Le policier a confirmé que selon la loi québécoise, il avait le droit de protéger sa résidence. Ils ont raccroché après nous avoir dit ça. Lucien a armé ma mère, Belle, et moi. Il nous a donné des fusils et nous a dit de rester à l'intérieur, de ne rien faire qui puisse nous mettre en danger. Il est sorti, dans la nuit, pour vérifier le terrain. On a collé nos yeux au moniteur. Juste au moment où il approchait du portail, la voiture est revenue. Elle s'est arrêtée cette fois-là, juste devant la grille. 2 personnes en sont descendues. Elles n'avaient pas vu Lucien marcher vers le portail. On n'entendait presque rien à travers l'interphone. On ne voyait que des silhouettes. Ils ont tiré sur la grille. Ils l'ont poussé. Lucien a couru. On a vu la lueur du canon. Il a tiré un coup en l'air pour avertir. On a entendu le fracas, la détonation qui a déchiré le silence et qui a gelé nos veines. Il a hurlé des mots en français, mais on ne comprenait pas. Les 2 ont reculé, bondi dans la voiture et sont partis comme des dératés, dévalant le rang. On ne savait pas s'ils reviendraient. Moi, j'ai eu ce pressentiment net que c'était fini. Peut-être parce que la détonation leur avait suffi. Peut-être parce qu'ils ne voulaient pas d'attention. Mon mari est arrivé 1 heure plus tard. Il s'est excusé 1000 fois de m'avoir laissé partir seul sur ces routes sombres. Mais je l'ai rassuré. On aurait eu la même fin s'il avait été avec nous. On était vivantes. C'était l'essentiel. Quelques jours plus tard, à Radio-Canada, on a entendu le bilan. Il y avait eu plusieurs vols de véhicules dans la région de Québec. Personne n'avait été grièvement blessé. Quand je repense à cette nuit, j'ai du mal à imaginer ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas aperçu ces ombres derrière nous. Qu'aurait-il fait ? Je ne veux même pas y penser. Depuis, je ne conduis plus jamais la nuit au Québec sans protection. Parfois, c'est mon mari qui m'accompagne. Parfois, c'est autre chose. Une arme, parce qu'on a le droit, et parfois, parce que la peur ne laisse pas vraiment le choix. La neige, le silence, la route qui se perd. Tout ça m'a laissé marquer. Quand la nuit tombe maintenant, mon cœur se rappelle. Je conduisais mon camion pour rentrer chez moi, après être sorti de l'appartement de ma blonde, Marie-Ève, à Montréal. Il y avait une sacrée tempête cette nuit-là,
Mais je me suis dit que comme j'habitais à 10 minutes à Laval, tout irait bien. J'aurais bien dormi chez elle, mais je devais travailler tôt le lendemain et tous mes vêtements de travail étaient chez moi. Il faisait noir et l'électricité avait sauté. Rouler dans l'obscurité complète, avec seulement les phares pour balayer la route, ce n'est pas une sensation rassurante. La pluie frappait le pare-brise si fort que les essuie-glaces ne suivaient plus. Ils n'arrivaient à même plus à chasser l'eau assez vite pour que je voie devant moi. C'était comme conduire les yeux bandés, mais j'avais vécu à Laval toute ma vie. Mes mains savaient instinctivement où tourner, combien de temps rouler, quand lever le pied. C'était devenu du muscle. J'ai tourné sur la 70e avenue à Chomedey, la rue où est ma maison, et presque tout de suite, j'ai senti que quelque chose clochait. Le camion avait l'air de flotter. J'ai senti de l'humidité à mes pieds, et les lumières intérieures ont commencé à vaciller. Il y avait de l'eau qui s'insinuait. À la lueur de mes phares, j'ai vu le niveau monter dehors, monter, comme si la rue avalait tout sur son passage. L'eau est rentrée plus vite et le camion a commencé à s'enfoncer. Le courant poussait mon camion plus loin et je ne pouvais rien faire. J'ai enlevé ma ceinture et j'ai tenté d'ouvrir la portière côté conducteur. Elle n'a pas bougé. L'eau m'arrivait maintenant aux genoux et j'ai pris de longues inspirations. Mon père, Jean-François, m'avait toujours dit de ne pas paniquer dans une situation dangereuse. Paniquer n'aide pas à survivre. J'ai fouillé la boîte à gants. J'avais une lampe de poche étanche. Je l'ai allumée et j'ai cherché quelque chose pour casser la vitre. La voiture s'était complètement éteinte. Les vitres électriques ne répondaient plus. J'avais nettoyé le camion la veille. J'avais sorti toutes mes affaires pour ranger ma boîte à outils. Et malheureusement, il ne me restait que mon chandail, la petite lampe et un canif de poche. J'étais à poil côté matos. J'ai appelé le 911. Un message enregistré m'a dit que tous les agents étaient occupés et qu'on me prendrait en charge dès que possible. Et c'est là que la panique m'a mordu la nuque. J'avais besoin d'aide et tout semblait indiquer que je n'allais pas la voir. L'eau m'arrivait au nombril quand je me suis accroupi sur le siège pour essayer de garder la tête hors de l'eau le plus longtemps possible. L'eau semblait entrer surtout par la portière du conducteur. Alors j'ai pris mon chandail pour tenter de colmater la fuite, mais ça n'a pas marché. J'étais prêt à tout essayer. J'ai attendu sur la ligne pendant 7 minutes avant qu'on me réponde enfin. J'ai expliqué la situation et l'opérateur m'a parlé d'un ton détaché, comme si je n'étais qu'un nom sur une liste. Je n'étais pas le seul dans ce type d'inondation. Ils avaient déjà des interventions en cours. Il faudrait au moins 30 minutes avant qu'on puisse venir. Je lui ai dit que je n'avais pas 30 minutes, qu'il n'y avait pas 30 minutes devant moi. Mais il a répété qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Je lui ai demandé s'il pouvait rester en ligne avec moi, mais il a expliqué que la demande était trop forte et qu'il devait répartir le travail. Si la situation empirait, m'a-t-il dit, je pouvais rappeler. J'ai raccroché en sachant que ce rappel n'aurait servi à rien. Si ça empirait, je n'aurais pas 7 minutes d'attente à offrir pour dire que je me noyais. J'aurais déjà été mort. L'eau n'a cessé de monter et mon cœur s'est emballé. J'ai senti chaque battement comme un marteau sourd contre mes tempes. J'ai cherché mes parents sur mon téléphone. Ma mère Marie-Claude et mon père Jean-François ne répondaient pas. J'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal et j'ai commencé à laisser des messages d'adieu pour ma famille, pour Marie-Ève, pour ma mère, pour mon père, pour ma sœur Isabelle. Je ne savais pas s'il les recevrait, mais parler m'a un peu calmé.
C'était comme écrire une lettre quand tout le reste se délitait. La pluie tambourinait sur la carrosserie. Il y avait l'odeur piquante du métal et de l'asphalte noyé, et mes doigts étaient glacés. 10 minutes après avoir raccroché, l'eau m'avait atteint la poitrine. Je pensais que j'allais mourir quand l'espace d'air dans la voiture n'était plus qu'un pied. J'ai supplié Dieu de ne pas me laisser mourir. Et si jamais il fallait que je parte, que ce soit pour le paradis. Je n'avais pas été très croyant ces dernières années, mais on redécouvre sa foi quand la gorge se remplit d'eau et que les souvenirs deviennent des poids. 5 minutes de plus, et l'eau m'arrivait au cou. Ma joue reposait contre le toit. Le métal était froid, humide, et j'ai éclaté en sanglots. J'ai senti l'espoir se fissurer. Personne ne venait pour moi. Je ne respirais presque qu'avec le nez, aspirant des bouffées rapides d'air qui sentaient le fer et la pluie. Et puis j'ai entendu un moteur non loin. Au milieu de tout ce grondement, c'était un son différent, coupant, comme une promesse. Je n'étais pas sûr qu'on apercevrait mon camion. Alors j'ai hurlé, j'ai clignoté ma lampe comme un appel désespéré. Mon cœur m'a vrillé quand j'ai entendu une embarcation s'arrêter à côté. Quelqu'un a sauté dans l'eau, le claquement sourd des bottes contre la pluie, et sur la première traction, il a brisé la vitre. Il avait un brise-vitre, et il l'a planté comme on enfonce une clé dans une serrure. Il a attrapé ma chemise et m'a tiré par la fenêtre. L'air m'a inondé les poumons, comme si quelqu'un avait ouvert un robinet. Ils m'ont hissé sur le bateau, et j'ai répété merci sous la pluie, en haletant, en sentant mes poumons reprendre possession de l'espace. Ils m'ont enroulé dans une couverture de survie, et on a largué. On a sorti quelques autres personnes de leur voiture avant d'atteindre une zone où des agents de la Sûreté du Québec et des pompiers nous attendaient, plantés dans l'eau comme des silhouettes familières. On m'a emmené à l'hôpital de la Cité de la Santé à Laval. Par miracle, je n'avais rien de cassé, rien de médicalement grave. Dieu merci. Personne n'est mort pendant cette tempête. Du moins, personne dont on m'a parlé. Mais je sais que j'en ai frôlé l'idée noire. J'ai eu l'impression d'être abandonné par les services d'urgence de ma ville. Le plus dur, ce n'était pas seulement d'être sauvé, c'était d'apprendre que les gens qui m'avaient extirpé n'étaient pas des policiers. C'étaient 2 gars du coin, Luc et Pierre, qui avaient entendu des gens en détresse et qui étaient venus aider. Ils se sont engagés dans l'eau froide parce qu'ils n'ont pas réfléchi 2 fois. Sûreté ou pas, ce sont eux qui m'ont arraché à la nuit. Pendant des mois, j'ai fait des cauchemars de noyade. Encore aujourd'hui, je tremble à l'idée de conduire sous l'orage ou de monter sur un bateau. L'eau profonde me glace. J'ai essayé quelques séances de thérapie, mais rien n'a vraiment tenu, alors j'ai fini par arrêter. J'espère qu'un jour, et je souhaite que ce soit bientôt, je pourrai tourner la page sans que ce souvenir me colle comme une odeur de mouillé. Je suis reconnaissant d'être vivant et reconnaissant que des gens de ma communauté se soient levés quand l'ordre n'est pas arrivé. Je n'aurais jamais dû être laissé là, livré. C'était comme si on m'avait condamné à attendre la mort. Je n'ai qu'un espoir, que personne d'autre ne se retrouve à flotter, immobile, dans une caisse qui se remplit, à attendre qu'un inconnu entende un appel et vienne à sa rescousse à temps. Que si ça leur arrive, quelqu'un arrive, avant que le silence ne prenne toute la place. J'étais mère seule. Je sais que beaucoup vont lever les yeux au ciel en lisant ça, mais c'était important pour l'histoire. Alors, ne jugez pas trop vite. Je racontais ça à voix basse, comme si on était dans un bar sombre, et j'avais la gorge nouée rien qu'à y repenser.
À la fin de la trentaine, mes 2 filles, Marie-Ève et Joanie, étaient âgées de 16 et de 14 ans. Je venais de sortir d'une bataille pour la garde qui m'avait épuisé. Par chance, on m'avait donné la garde complète à cause de la dépendance de leur père et de sa situation financière chaotique. On était toutes excitées à l'idée de partir pour Québec. Fuir le drame qui avait éclaté autour de Montréal, les prises de parti, les reproches jetés même sur mes filles, nous semblait sage. On avait choisi de traverser la province pour recommencer. C'était début juin. L'air s'était réchauffé. On avait terminé de charger les dernières boîtes dans notre appartement près de Laval. On avait décidé de partir quelques jours avant le camion de déménagement pour s'installer dans la maison avant l'arrivée de nos affaires. Pas de meubles pendant quelques jours? Peu importait. On voulait juste respirer ailleurs. On a dit adieu à l'appartement. C'était déchirant. Puis on a pris la route. On a suivi l'autoroute 20, la route rapide. Et les cartes disaient que ça ne prendrait que quelques jours, avec des arrêts. On avait prévu de dormir une nuit dans une auberge routière en chemin. Un petit plaisir pour les filles. Elles adoraient ça. Après des heures de route à travers la région de la Naudière, il était tard dans l'après-midi et on voulait sortir de la voiture. J'ai vérifié toutes les auberges et tous les hôtels du coin, toutes les applis de réservation et les petites annonces en ligne. Rien. Littéralement aucune chambre de libre dans les villes autour, pas une seule pour les 3 nuits à venir. On a appelé partout. On nous a expliqué qu'il y avait un grand tournoi de soccer jeunesse à Trois-Rivières, l'un des plus gros de la province, qui attirait des équipes de tout le Québec et même de l'Ontario. Ça bouchait tout. On a décidé de continuer à rouler. La route offrait beaucoup d'aires de repos, mais aucune auberge. On s'est arrêté pour faire le plein à une station couche-tard. Il y avait quelques motards sur le stationnement. Pendant que je remplissais, j'ai vu l'un d'eux regarder dans le siège arrière. Mes filles dormaient. Un frisson m'a parcouru la nuque. Une alarme intérieure s'est déclenchée. Il faut partir. Je n'ai même pas attendu la fin du plein. J'ai refermé le bouchon. Je me suis glissé dans la voiture discrètement et j'ai repris la route. J'ai jeté un coup d'œil dans le miroir pour voir s'il me suivait. Non. J'ai pensé que j'avais peut-être exagéré dans ma tête. On a continué. On a décidé de s'arrêter à l'aire de repos près de Yamaska. Je me suis dit que c'était sûr. Il y avait des voitures, des gens autour. J'ai demandé aux filles de couvrir les vitres arrière avec des couvertures qu'on avait apportées. Et on s'est toutes endormies vers 8 heures du soir. Je voulais juste dormir quelques heures, puis repartir. J'ai oublié de mettre une alarme. Et puis la nuit m'a arraché au sommeil. Un bruit m'a glacé. Un vrombissement, si près qu'on aurait dit qu'on l'avait sur le siège avant. Une moto s'est garée juste à côté. Dès que j'ai ouvert un œil, la peur m'a coupé le souffle. Les mêmes hommes du couche-tard étaient là. Ils n'étaient plus 3 ou 4. Ils étaient une meute. 25, 30 motards au moins. Ils fumaient, ils riaient, leur odeur de cuir et d'huile emplissait l'air. Les visages étaient durs, les regards affamés. Je n'ai pas voulu réveiller les filles, pas encore. Je les ai regardées, petites et vulnérables sous les couvertures. J'ai démarré la voiture doucement, j'ai allumé les phares. Mais dès que j'ai braqué la lumière, tous les regards se sont tournés vers nous. C'était comme si l'univers avait décidé que notre voiture devait être remarquée. Un des hommes a crié aux autres qu'il connaissait cette voiture, qu'il y avait de belles choses à l'arrière. J'ai senti mon estomac se retourner. Je me suis dit que si je partais, on ne me suivrait pas comme tout à l'heure.
Je me suis trompé. Ils ont démarré en trombe derrière nous. J'ai secoué les filles pour les réveiller. J'aurais voulu être le genre de mère qui enjolive, qui rassure. Je ne pouvais pas. Je leur ai chuchoté entre les sanglots. Des hommes nous suivent. Restez baissés, ne bougez pas, gardez les couvertures. Elles ont paniqué. Elles ont pleuré. La route est devenue un cauchemar luminescent. Les motos se rapprochaient, le vent hurlait, les cailloux volaient contre la carrosserie. Ils ont commencé à lancer des choses. Ils ont fait des embardées pour nous pousser hors de la route. J'ai gardé mes mains sur le volant. J'ai serré jusqu'à me faire mal. À l'intérieur, j'avais une attaque de panique qui me rongeait la poitrine. Mais dehors, il fallait rester ferme. Si la voiture quittait la chaussée et que ça dérapait, je n'ai pas voulu imaginer. Ils hurlaient des injures, ils me demandaient d'arrêter, ils m'ont traité de tous les noms, ils exigeaient que je baisse la vitre. J'ai baissé la fenêtre d'1 pouce, juste assez pour essayer de parler, implorer. On ne m'entendait pas par-dessus le bruit des moteurs. On a roulé ainsi pendant au moins 5 milles, pendant qu'ils restaient agglutinés à notre pare-choc, comme une meute qui veut faire crouler sa proie. Quand on est arrivé près de Nicolet, il était déjà 2 heures du matin. J'ai eu un éclair de lucidité. J'ai dit à Marie-Ève de composer le numéro d'urgence. Entre 2 sanglots, elle a expliqué à la téléphoniste de la Sûreté du Québec ce qui se passait. Ils ont dit qu'ils allaient envoyer du secours, qu'ils arrivaient. Le son d'une promesse, comme un filet de lumière. Mais la promesse n'a pas été assez rapide. Quelque chose a frappé le côté de la voiture. En 1 seconde, on a quitté la route. La voiture a plongé vers le talus. J'ai écrasé les freins. Le choc nous a arrêtés violemment. Le pare-brise a vibré. Les mains ont tapoté les vitres. Les motards se sont agglutinés autour, martelant les vitres, tirant sur les poignets. Les filles hurlaient, leur voix me transperçait. J'ai prié à haute voix, la bouche sèche, parce que je n'avais que ça. Des sirènes au loin, des phares qui coupaient l'obscurité. Les hommes ont détalé, comme si quelqu'un avait crié « Feu !» Ils sont remontés en selle et sont partis, s'éparpillant dans la nuit noire, l'odeur de gomme brûlée restait dans l'air. On s'est tenus serrés, tremblantes, jusqu'à ce que les agents de la Sûreté du Québec arrivent et frappent aux vitres. Ils nous ont sortis de la voiture. On leur a raconté tout, le regard encore vide, la gorge encore pleine d'adrénaline et de colère. Les policiers ont essayé de ratisser la région, de joindre les groupes de motards connus dans le coin de la Mauricie. Ils n'ont pas réussi à les localiser précisément. Ils ont pris nos déclarations, nos noms, nos tremblements. Ils nous ont dit de porter plainte. Ils ont patrouillé. Mais après, comme un mauvais parfum, la peur est restée collée sur ma peau. Aujourd'hui, mes filles ont grandi. Elles ont des enfants à leur tour. Mais chaque fois que je vois un groupe de motards, mon ventre se contracte. C'est comme si quelqu'un, quelque part, pouvait faire reculer la date de cette nuit et la ramener à tout jamais. Ma plus grande recommandation pour elles, pour leurs enfants, pour vous, toujours porter de quoi se défendre. Jamais partir le cœur vide. On ne sait jamais quand on va se retrouver face à la folie d'inconnus. Je n'ai jamais oublié le vrombissement qui a entouré notre voiture, le cuir qui sentait l'huile, les mains qui tambourinaient contre nos vitres, les yeux si nombreux qui nous ont fixés. La peur m'a enseigné une leçon gravée dans la chair. Quand quelque chose vous dit de partir, partez. Et quand vous sentez un danger, ne comptez que sur vous-même pour protéger ce qui compte le plus. J'avais 16 ans et je venais tout juste d'avoir mon permis. Tu sais,
le cliché du gamin égocentrique qui se croit invincible. C'était un vendredi soir. J'ai supplié ma mère de me laisser prendre la voiture pour rejoindre des amis. Elle n'a pas cédé. Elle répétait que j'allais sûrement finir par boire et que je ne devais pas devenir ce type qui prend le volant en état d'ébriété. J'ai juré que non. Elle est restée sur sa décision. J'ai craché que je la détestais et je suis monté dans ma chambre. Puis j'ai décidé que j'allais la désobéir. Plus tard, vers 11h du soir, ma mère dormait. Mon père n'était pas là. Il était en voyage de travail à Toronto. J'avais déjà pris les clés plus tôt dans la soirée. J'ai ouvert ma fenêtre, j'ai sauté sur la pelouse. À pas de loup, je me suis glissé dans la voiture et j'ai démarré. Ma mère m'avait obligé à installer une application de localisation sur mon téléphone. Je l'ai coupée. Si elle avait remarqué mon absence, elle était du genre à appeler la Sûreté du Québec pour me retrouver si je n'étais pas rentré à l'heure. J'ai écrit à mes amis pour savoir où ils étaient. Bien sûr, ils étaient allés à la ville de Québec, à plus de 2 heures de là. J'ai pris la décision stupide de quand même partir. J'ai roulé longtemps sur l'autoroute 40 à cause des embouteillages. J'ai essayé de couper par des rues secondaires, pensant gagner du temps. Je n'ai gagné que la confusion. La grande région de Montréal, c'était des bouchons partout, surtout vers les Laurentides ou le centre-ville. Finalement, je me suis perdu. Je ne voulais pas rallumer mon téléphone pour regarder une carte. Je voulais retrouver une autoroute, un repère, un sens. Le temps filait, et plus il avançait, plus la panique me rongeait. J'étais effrayé. J'ai même pensé à ma mère comme on pense à un refuge qu'on a perdu. J'ai roulé dans des ruelles. J'ai traversé des quartiers qui n'avaient pas bonne mine. Hochelaga Maisonneuve, Montréal-Nord, sans vraiment mesurer le danger. J'ai tourné dans une rue étroite, près du secteur industriel de l'est de l'île, et je suis tombé sur un camion garé en travers, comme pour barrer la route. Je me suis arrêté. J'ai reculé pour faire demi-tour. Un type a surgi, un flingue pointé sur moi, frappant à la vitre. Son visage était une ombre. J'ai commencé à transpirer. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Il m'a ordonné d'ouvrir la portière. J'ai obéi. Il m'a sorti de la voiture, m'a poussé au sol. Un autre s'est rué sur moi et a commencé à me donner des coups de pied. Des coups qui faisaient exploser mon ventre à chaque impact, comme si on me giflait l'intérieur. J'ai supplié qu'on arrête. J'ai hurlé au secours. D'autres restaient autour, à regarder, à rigoler. J'étais à terre, complètement impuissant. Tout ce que je voulais, là, étalé sur l'asphalte, c'était mon père, Jean-François. Que quelqu'un vienne me sortir de là. C'était ridicule, j'en avais conscience, mais c'était la seule pensée qui m'accrochait à la vie. J'ai fini par me recroqueviller. J'ai ramené mes bras pour protéger ma tête. Peut-être que ça les a encouragés. Dès que mes avant-bras ont couvert mon visage, son pied a écrasé ma mâchoire. Un choc sec, net. Sur le coup, la douleur m'a à peine atteint. Je sentais plutôt l'adrénaline qui me tenait suspendu. Après une éternité qui n'a duré que quelques minutes, ça s'est enfin arrêté. Ils ont cru que j'avais perdu connaissance. Moi, j'étais immobile. J'ai vu des flashs violents à travers mes paupières, des éclairs d'appareils photo. Ils prenaient des photos de moi, fiers, comme si c'était un trophée. Ils ont fouillé mes poches en riant. Ils ont pris mes clés, mon portefeuille, avec environ 100 $ canadiens, mon téléphone. J'ai entendu le moteur de ma voiture démarrer, puis s'éloigner. Ils sont partis avec ma voiture. Tout ce qui me restait, c'était le goût du sang dans ma bouche et la pensée que j'aurais dû écouter ma mère. J'étais étendu là,
et la douleur a commencé à venir, lente, tenace. Ma mâchoire me hantait. J'ai compris qu'elle était brisée. J'ai réussi à ouvrir les yeux dans la lumière blafarde d'une lampe de rue et j'ai vu le rouge qui s'étalait autour de moi sur l'asphalte. L'odeur métallique du sang. Le vent qui portait une odeur d'essence, de caoutchouc chaud. J'ai essayé de me relever. Impossible. Les larmes m'ont coulé sans que je ne sache si c'était la douleur ou la peur. Et une pensée, rapide comme un couteau. La dernière chose que je lui avais dite, à ma mère, c'était que je la détestais. Je n'avais jamais voulu ça. Je voulais juste la voir, que sa main me serre le bras, qu'elle me dise que tout irait bien. Puis tout est noir. On m'a réveillé au son de voix. Les ambulanciers d'urgence santé étaient là. Ils m'ont demandé mon nom, Alexandre Dubois, et ce qui s'était passé. J'étais allongé au milieu de la rue pendant qu'ils me glissaient sur une civière. Et l'ambulance m'a emmené au CHUM, au centre-ville de Montréal. J'ai réussi à dire mon nom une fois de plus avant de replonger dans l'inconscience. Je me suis réveillé à l'hôpital une semaine plus tard. Ma mâchoire était immobilisée par des fils. Ma mère, Marie-Claude, était assise à mon chevet, en larmes. J'ai raconté tout ce qui m'était arrivé aux policiers de la Sûreté du Québec, à ma mère, aux médecins. Ils ont dit que c'était sans doute une initiation de gang, peut-être un de ces groupes de rue de l'Est, et que j'avais eu de la chance d'être en vie. Les médecins ont décrit mes blessures comme si je n'étais qu'un inventaire morbide. Plusieurs côtes cassées, des hémorragies internes massives causées par les coups reçus au torse, une mâchoire fracturée, un nez brisé, d'autres fractures faciales atroces. Le pire était encore à venir. On a découvert que mes tendons d'Achille avaient été tranchés. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a su dire pourquoi ils avaient fait ça, ni comment je n'avais pas senti la lame. On m'a opéré aux 2 chevilles. On m'a expliqué que d'autres opérations et de la rééducation seraient peut-être nécessaires avant que je ne puisse marcher normalement. Je suis resté des mois à l'hôpital avant de pouvoir rentrer. Je me suis senti stupide. Ce que j'ai vécu, c'était le pire scénario possible quand on vole la voiture de ses parents à 16 ans. Je ne vous raconte pas ça pour vous faire peur et vous dire que c'est la norme. Ce n'est pas courant. Je veux seulement dire ceci. Parfois, vos parents savent vraiment ce qu'ils font. Quand ils disent non, ce n'est pas pour vous embêter. C'est parce qu'ils aiment. Ils ont de l'expérience. Ils ont une peur pour vous que vous ne pouvez pas imaginer. Ne prenez pas ça à la légère. Je suis passé par l'enfer. Mais chaque nuit, quand le silence me serre comme une main froide, je revois cette lumière d'appareil. J'entends le rire. Et je me répète que si j'avais écouté, si j'avais simplement fermé la fenêtre, ma mère n'aurait pas eu à pleurer à mon chevet. Je n'avais pas prévu raconter ça. Vraiment. Mais ça fait quelques années maintenant, et la peur n'a plus la même emprise sur moi. Alors, pourquoi pas? J'avais 19 ans à l'époque. Je m'étais installé à l'autre bout de la province l'année d'avant, pour les études, à Montréal. Jamais je n'avais eu de souci à rentrer chez moi pour les différentes pauses du trimestre. Là, c'était les vacances d'hiver. Et ma mère tenait à ce que je rentre, fêter avec la famille. Je n'y étais pas allé l'année précédente. J'ai dit oui, mais je n'avais pas du tout envie d'abandonner ma voiture pendant des semaines. Il y avait eu trop de vols et de vandalisme dans la ville où j'habitais. Laisser la voiture pourrir dehors, se faire fracturer ou piquer, ce n'était pas une option pour moi. J'ai dit à ma mère que je prendrais la route en solo. Elle n'a pas sauté de joie, mais elle a compris.
Elle a proposé que mon père prenne l'avion depuis Québec pour m'accompagner. J'ai refusé. Pas parce que j'étais courageuse, mais parce que je ne voulais pas imposer ce déplacement. J'avais besoin d'être seule, de penser, sans distraction. Un peu de route m'avait paru une bonne idée, mettre de l'espace entre moi et mes problèmes. J'ai empaqueté quelques sacs pour tenir quelques semaines et j'ai dit au revoir à ma coloc, Marie-Claude, qui était vraiment triste de me voir partir. Ma vieille Honda Civic datait de 20 ans. Elle tombait en panne souvent, au moins une fois par mois, au grand désarroi de mon portefeuille. Je n'avais pas les moyens de la remplacer, mais je l'aimais d'une façon têtue. Le matin où je suis parti, il faisait froid. Vers 8 heures du matin, j'ai pris un café serré au volant. Je voulais rester éveillé le plus longtemps possible. J'avais prévu de rouler environ 10 heures, puis de trouver une auberge pour la nuit. Pas de plan précis. J'ai suivi le trajet le plus rapide vers chez moi. Maintenant, je sais que ce n'était pas la plus sage des décisions. Il y avait des portions d'autoroute interminables, des champs enneigés à perte de vue, des forêts de taïga, rien pour rompre la monotonie. Le paysage me donnait le tournis, mais j'ai continué. Je me suis arrêté plusieurs fois pour aller aux toilettes, me dégourdir, prendre une collation. Vers 19 heures le premier soir, j'étais vidé. J'avais roulé presque 11 heures, et je ne voulais pas mettre la vie de quelqu'un en danger en restant au volant. J'ai trouvé un motel près de Rivière-du-Loup, une chambre pour la nuit, chauffage qui respirait, café tiède au petit matin. Le lendemain, j'ai repris la route. Cette journée-là, je devais traverser le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Le genre d'étape que je n'attendais pas avec impatience. De la terre plate le long du fleuve, des étendues blanches et monotones. L'hiver efface tout, la route se répète. Le temps a filé plus vite que la veille. À 18 heures, le soleil était tombé. Je me sentais encore capable d'avancer. Alors j'ai dépassé Rimouski et j'ai continué. Vers 7 heures, j'ai commencé à entendre un bruit sourd, un cognement qui venait du moteur. J'ai senti mon estomac se serrer comme un poing. La neige s'est mise à tomber. La voiture a ralenti jusqu'à presque s'arrêter. J'ai poussé jusqu'au bord de la route, la voiture a rendu l'âme. Le froid est entré tout de suite, sec et piquant. Le chauffage n'a plus donné. J'ai regardé autour de moi, rien que la route, des haies gelées, l'ombre d'une forêt. La réalité m'a frappé. J'ai ouvert l'application de cartographie, la bourgade la plus proche. Matane était encore à 1 heure au moins. Le réseau téléphonique est mort. J'ai essayé d'appeler mes parents, rien. Ma main tremblait contre l'écran. J'ai utilisé la fonction « Appel d'urgence » sur mon téléphone. Dieu merci, elle a passé. L'opératrice m'a dit que l'unité de la Sûreté du Québec la plus proche ne pourrait arriver que dans au moins 1 heure. Qu'il valait mieux que je reste dans la voiture, que je verrouille les portes, que je me fasse discrète, que je fasse croire qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Elle a ajouté que l'endroit où ma voiture avait décidé de lâcher était une portion de la route plutôt dangereuse pour les automobilistes en panne, surtout des jeunes femmes seules. Ces mots m'ont foutu la nausée. Mon cœur s'est mis à fracasser ma cage thoracique. J'ai senti un vertige d'angoisse. J'ai sorti un pare-soleil pour la fenêtre avant. J'en ai posé d'autres le long des vitres latérales et la lunette arrière. J'avais gardé 3 pare-soleils supplémentaires dans le coffre, vestige de week-end où je faisais du camping en voiture. De l'extérieur, ça devait paraître noir, hermétique. J'ai éteint la radio. J'ai attendu. 30 minutes se sont écoulées et la sensation d'être observé a rampé sur ma nuque comme un froid mouillé. J'ai essayé de me convaincre que c'était mon imagination, que la peur
amplifiait tout. Les vitres étaient obscurcies. Impossible qu'on me voie. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai allumé l'écran de mon téléphone et je l'ai braqué vers les vitres, histoire de vérifier que tout allait bien. Le reflet des pare-soleils m'a calmé un peu. J'ai tourné l'écran vers la portière passager. Il y avait un petit espace non couvert. Dans cette fente, je l'ai vu. Le visage d'un homme, plaqué contre la vitre. Un sourire trop large, collé au froid du verre. Mes entrailles se sont liquéfiées. Un hurlement est sorti de moi, un cri aigu, comme si quelque chose en moi venait de se rompre. Je n'avais même pas conscience que j'étais capable d'un son pareil. Le cri a fait vibrer mes oreilles. L'homme a levé la tête en riant. Un rire guttural, primitif, qui résonnait comme s'il venait d'un autre trou du monde. Le bruit d'une poignée qu'on secoue, il a frappé la porte. Mes doigts se sont crispés sur le volant. Il a secoué la voiture, frappé à la vitre avec un objet dur. Je l'ai entendu, cliquetis métallique, des coups qui cherchaient à m'arracher la réalité. Il hurlait, grognait, riait entre deux râles, comme un animal qui s'amuse d'une proie. J'ai rappelé le 911. La première opératrice m'a prise un peu de haut. La panique aggravait tout, m'a-t-elle dit. Elle m'a demandé de me calmer, sinon elle ne pourrait rien faire. J'ai tenté de répondre entre deux sanglots, mais une pierre a cogné sur le pare-brise. La pierre a fendu le verre. Un filet de froid m'a griffé le visage. J'ai vu le regard de l'homme à travers la fissure, tordu par la douleur et l'avidité. Le pervers a continué à crier comme si ma peur l'excitait. 10 minutes d'agonie pendant lesquelles l'opératrice m'a accusé de canular. Elle a raccroché. J'ai senti la colère et l'abandon me broyer la poitrine. J'étais toute seule avec cet homme qui voulait entrer. J'ai rappelé. Un autre opérateur m'a répondu. Un homme, cette fois. Sa voix a tout de suite pris la mesure de mon état. Il m'a aidé à respirer plus calmement, à articuler où j'étais. Il a promis qu'un patrouilleur avait été envoyé depuis déjà 45 minutes et qu'il n'était plus très loin. 10 minutes, m'a-t-il dit. J'ai essayé de me raccrocher à cette promesse comme à une bouée. Puis le choc. Un caillou a fracassé le pare-brise. Le verre a commencé à voler en éclats, comme une pluie de gelée. L'homme a grimpé sur le capot. Ses bottes ont cogné le métal. J'ai poussé un cri et je me suis glissé sur la banquette arrière, tentant de me faire petite. Il a commencé à dégager le pare-brise, à l'arracher à main nue. Ses doigts ont trouvé une prise. Son visage, de près, était pire encore. Des dents noircies, des lèvres fendillées, une peau qui avait l'air trop tendue sur des os affûtés. Son odeur m'est parvenue dans le peu d'air qui restait. Une senteur âcre, comme du vieux métal et des carcasses mouillées. Mon cœur tambourinait si fort que j'entendais son rythme dans mes tempes. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis enfermé. J'ai cherché une issue. Il a commencé à glisser un bras entre la vitre et le tableau de bord. Sa main a effleuré la garniture. Il m'a cherché. Je suis sorti de la voiture comme on saute d'un navire qui coule. La porte s'est ouverte sur l'air froid. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone et je l'ai braqué sur le capot. Il s'était coincé. Son corps était à moitié en appui, à moitié pendu. Ses bras tambourinaient. Ses hurlements se sont transformés en cris rageurs parce qu'il était coincé. Des gyrophares ont balayé la neige. Des sirènes ont percé l'air comme des éraflures. J'ai agité les bras. Un véhicule de la Sûreté du Québec est arrivé en trombe. Un autre l'a suivi. Les officiers sont sortis en 2 secondes. Ils ont crié de poser les mains, de se rendre. L'homme a hurlé. Je l'ai vu se débattre, comme un fauve pris au piège.
Un policier a attrapé ses chevilles, a tiré. Il a essayé de mordre. Ils l'ont plaqué au sol, menotté. L'odeur de son corps, son souffle, la boue qui dégoulinait de ses cheveux, tout cela m'a collé à la peau. Ils l'ont mis au coffre d'une autre voiture. On m'a installé dans une patrouille. Les agents ont sorti leurs armes quand même, au cas où. Ils ont pris des photos, des notes. Ils ont appelé une dépanneuse. J'ai donné ma déposition. J'ai raconté chaque seconde, chaque son. Mes mains tremblaient, tellement que l'agent lui-même a posé sa main sur la mienne pour me stabiliser. Ils ont été polis, humains. Ils m'ont conduite à l'aéroport le plus proche, à Bagotville. Mes parents m'ont acheté un billet pour rentrer. Ils sont venus me chercher en avion. J'étais crevé, survolté, vide. Plus tard, on m'a dit que cet homme était mentalement dérangé, qu'il n'était même pas apte à subir son procès, qu'il avait été hospitalisé dans un institut psychiatrique provincial. Philippe Pinel, il me semble. On m'a dit qu'il y était toujours, la dernière fois que j'ai demandé. Justice pour moi? Les gens diraient sans doute que oui, il n'est plus libre. Mais pour moi, la justice ne s'incarne pas dans des barreaux ou dans des dossiers. La justice, c'est un soir de plus, sans frayeur, quand on monte seul dans sa voiture. C'est le temps qui nous laisse tranquilles. Ça, je ne l'ai pas récupéré. Le souvenir me ronge encore parfois. Il me surprend au supermarché, au cinéma, dans le regard d'un inconnu qui n'a rien à voir. Un reflet dans une vitre, et le passé revient, instantané. Un visage pressé contre le verre, un rire qui vrille, le goût du froid dans mes dents. Ça s'est apaisé, oui. Les années ont donné une sorte d'écorce. Mais la cicatrice est là, prête à s'ouvrir à la première odeur de neige, au moindre cognement sur une voiture. Parfois, la nuit, je me réveille en entendant des coups qui n'existent pas, et je sais que je n'ai jamais vraiment quitté la route. Je ne raconte pas ça pour attirer la pitié. Je raconte parce que la peur que j'ai vécue était réelle. Parce que si mon histoire peut rappeler à quelqu'un de ne pas laisser une voiture en panne seule sur une route déserte, ou d'être attentif quand un appel à l'aide semble venir d'un détail banal, alors peut-être ça aura servi à quelque chose. Mais surtout, je raconte parce que je veux dire que la mémoire punit, que tout ce que j'ai perdu depuis cette nuit-là, aucune cellule de l'État ne pourra me le rendre. Et parfois, quand je passe devant une voiture arrêtée sur le bord d'une route, je regarde 2 fois. Je serre le volant. Je me rappelle ce rire.